Monsieur, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, monsieur, bonsoir, mes petits poussins, mes petits poulets. Soyez les bienvenus pour ce 17e numéro du 22h30 Aventurier, le premier grand rendez-vous d'aventure dans le 21h minute, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Pip pip, olé. Très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Et ça me fait beaucoup plaisir puisque nous arrivons au 17e numéro. Ce soir, nous allons parler d'un célébrissime commandant, nous allons parler d'un célébrissime aventurier qui porte le nom de Cousteau. Mais oui, c'est le commandant Cousteau dont nous allons parler ce soir dans notre émission. Alors, il est connu aussi, il porte le nom à la base de Jacques-Yves Cousteau, mais qu'on a très souvent surnommé le commandant Cousteau, qui est né le 11 juin 1910 à Saint-André de Cubzac, c'est en Gironde, pas très loin de Bordeaux, et mort le 25 juin 1997 dans le 17e arrondissement de Paris, qui était un officier de la Marine nationale, explorateur océanographique français et un des emblèmes de l'écologie mondiale des années 60 aux années 90. Surnommé le très célèbre commandant Cousteau, JYC ou encore le Pacha, il est également connu pour avoir inventé et breveté avec Émile Gagnan le très célèbre scaphandre autonome Cousteau-Gagnan à détendeur de plongée, considéré comme le premier scaphandre autonome de l'histoire de la plongée sous-marine, pièce essentielle à la plongée en scaphandre autonome moderne. Les films et documentaires télévisés de ses explorations sous-marines en tant que commandant du très célèbre navire la Calypso ont rencontré une large audience. Daniel Cousteau, le père de Jacques-Yves, est avocat international et assistant d'un homme d'affaires américain. Sa mère s'appelle Elisabeth Cousteau. Ses parents avaient une pharmacie à Saint-André de Cubzac, à côté de Bordeaux, où elle a tenu à accoucher, bien qu'habitant Paris depuis 1904. C'est pourquoi Jacques-Yves est né à Saint-André de Cubzac et y est enterré comme ses parents. De 1920 à 1923, la famille vit aux États-Unis où le jeune Jacques-Yves découvre en milieu lacustre dans le Vermont la nage et l'apnée. À son retour en France, il découvre la mer dans les Calanques près de Marseille, où la famille vit désormais. À cette époque, la France compte déjà un explorateur marin et polaire célèbre dont les aventures font rêver la jeunesse, et nous en parlerons prochainement. Je pense que ce sera le prochain. Il s'appelle Jean-Baptiste Charcot, qui navigue à bord de son fameux navire le Pourquoi pas. En 1930, après avoir fait ses classes préparatoires au collège Stanislas à Paris, Jacques-Yves Cousteau entre à l'école navale de Brest et embarque sur la Jeanne d'Arc, navire-école de la marine. Il devient officier canonnier en 1933. Il se destine à être pilote de l'aéronautique navale, mais un accident de la route lui impose en 1935 une convalescence forcée à Toulon.
convalescence qui prend fin en 1936 avec une affectation sur le cuirassé Condorcet. C'est à bord de ce bâtiment que Cousteau rencontre pour la première fois l'officier Philippe Tailly, qui lui prête aussitôt des lunettes sous-marines Fernet, ancêtres des actuelles lunettes de natation. Il les utilise au Mourillon et est impressionné par la beauté de la vie sous-marine qui évolue sur le fond rocheux et dans les Posidonies. Réalisant que le monde des fonds marins couvre plus de 2/3 de la Terre, il décide de se consacrer à sa vie, et notamment sa vie, à l'exploration océanographique subaquatique. Il épouse le 12 juillet 1937 Simone Melchior, fille d'un ancien contre-amiral de la Marine nationale et cadre d'Air Liquide, avec qui il aura 2 enfants, Jean-Michel en 1938 et Philippe en 1940. En 1938, Thaïs rencontre lors d'une chasse sous-marine un autre chasseur du nom de Frédéric Dumas, qu'il présente à Cousteau. Ainsi réunis, les 3 forment un trio d'amis consacrés à la recherche subaquatique, trio que Thaïs baptisera en 1975 du surnom affectueux de Mousquemères. Comme les mousquetaires d'Alexandre Dumas, les Mousquemères seront eux aussi 4 avec Léon Vech qui assurait leur logistique, comme le raconte Cousteau dans le livre Le Monde du silence. À plusieurs reprises en 1939 et en 1942, ils utilisent déjà les palmes de natation de Louis de Corlieu, initialement inventés pour les sauveteurs en mer. Des appareils de prise de vue sous-marine mis au point par Hans Haas, le masque de plongée avec valve de non-retour de Maurice Fernaise, alimenté en air de surface par un tuba de caoutchouc, le mano détendeur de plongée pour les bouteilles d'air comprimé, le prieur et 2 recycleurs fonctionnant à l'oxygène pur. Cousteau appartient alors au service de renseignement de la marine française et est envoyé à ce titre en mission à Shanghai. En 1940, il est assigné au service de contre-espionnage à Marseille et son commandant lui donne toute facilité pour continuer ses expériences de plongée lorsque son service le lui permet. Fait de guerre, Jacques-Yves Cousteau participe comme tous les marins français aux opérations alliées de septembre 1939 à juin 1940 et notamment en tant qu'officier canonnier à l'opération Vado contre l'Italie. Ayant des amis parmi ses homologues italiens, il rapporte avoir pleuré en service durant le bombardement de Gênes. Mis en congé d'armistice après juin 1940, comme ses collègues, il ne cesse pas ses activités pour autant et en 1941, à la demande de son voisin François Darlan, monte une opération contre les services italiens de renseignement en France. Pour ces faits de guerre, Cousteau a reçu plusieurs décorations militaires, dont la Croix de guerre 1939-1945, avec palme et 2 citations. Ces distinctions lui seront cependant contestées par certains de ses coéquipiers comme le résistant Dimitri Veliatchev, également décoré entre autres pour les mêmes faits, avec qui il opérait près de la frontière franco-italienne, qui était de 10 ans son aîné et son supérieur hiérarchique dans ses opérations de renseignement, dont Jacques-Yves Cousteau revendiquera la paternité après-guerre. Emprisonné et torturé à San Gimignano, Veliatchev reproche à Jacques-Yves Cousteau d'avoir fui devant la menace et abandonné la mission en cours sans se soucier du sort du reste de l'équipe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'armistice de 1940, Jacques-Yves se retrouve en congé d'armistice avec sa femme et ses enfants. Il rencontre à Megève la famille Itchak. Cousteau et Marcel Itchak, cinéaste, photographe, explorateur et alpiniste, partagent la même volonté de faire découvrir au grand public des lieux inconnus et inaccessibles. Pour le premier, c'est le monde sous-marin. Pour le second, c'est la haute montagne. Les 2 voisins décrocheront le premier prix ex aequo du congrès du film documentaire de 1943,
pour le premier film sous-marin français par 18 mètres de fond en 1942. Celui-ci a été tourné en apnée l'année précédente aux Zambiers avec Philippe Taïez, qui en écrit le commentaire, et Frédéric Dumas, qui tient le premier rôle grâce au boîtier étanche de caméra sous-marine conçu par l'ingénieur mécanicien Léon Wesch, ingénieur des arts et métiers et de l'école navale. Marcel Hitchcock obtient, lui, le prix pour son film À l'assaut des aiguilles du diable en 1942. En 1943, Cousteau, Taïez et Dumas tournent Épave avec le soutien de l'entreprise marseillaise de renflouage Marcelin. Si par 18 mètres de fond a été tourné en apnée en 1942, Épave est le premier film sous-marin tourné à l'aide de scaphandres autonomes. Les deux prototypes utilisés dans le film sont ceux fournis par la société Air Liquide. Ils sont mentionnés au générique sous l'intitulé Scaphandre autonome Air Liquide Système Cousteau. En 1945, Cousteau projette le film Épave au chef d'état-major de la marine, l'amiral André Lemonnier. Celui-ci charge Taïez, Cousteau et Dumas de mettre en place le groupement de recherche sous-marine de la Marine nationale à Toulon. GRS, connu depuis 2009 sous le nom de Cellule de plongée humaine et intervention sous la mer, le CEFISMER. En 1948, entre missions de déminage, d'exploration sous-marine et d'essais technologiques et physiologiques, Cousteau entreprend une première campagne en Méditerranée à bord de l'Élie Monnier, abysso-base du GRS, avec Philippe Taïez, Frédéric Dumas, Jean Alina et le cinéaste Marcel Hitchcock. L'équipe explore aussi l'épave romaine de Mahdia en Tunisie. L'expédition est considérée par Taïez comme la première opération sous-marine de grande envergure comportant exploration et travail par grande profondeur en scaphandre autonome. Cousteau et Marcel Hitchcock rapportent de cette expédition le film Carnet de plongée présenté lors du Festival de Cannes en 1951. En 1957, l'assistant de Marcel Hitchcock, Jacques Ertaud, réalise sur la galère de Mahdia son film La galère au Mouti. Cousteau, Taïez, Dumas et l'Élie Monnier participent ensuite au sauvetage du bathyscaphe du professeur Jacques Picard, le FNRS-2, qui venait d'être perdu en mer à la suite d'une immersion d'essais sans équipage lors de l'expédition de 1949 à Dakar, au Sénégal. À la suite de ce sauvetage, la Marine nationale veut réutiliser la sphère du bathyscaphe pour réaliser le FNRS-3, ce qui sera impossible. Le flotteur du FNRS-2 n'est plus en effet qu'un amas de ferraille. Les aventures de cette période sont racontées dans les deux livres Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau, James Dugan et Frédéric Dumas en 1953 et Plongée sans câble de Philippe Taïez en 1954. En 1958, avec Taïez, Alina, Morandière, Dumas, Broussard, Lehoux et Giraud, il est diplômé d'honneur de plongée par la nouvelle FFESSM, ainsi nommée depuis 1955, après avoir été créée en 1948 par Jean-Flavien Borelli, décédé en 1956, sous le nom de FSPNES. Et si vous voulez savoir ce que c'est que la FFESSM, c'est la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Voilà. Et bien sûr, en 1949, ayant atteint le grade de capitaine de corvette, Cousteau quitte la marine pour fonder les campagnes océanographiques françaises, COF, en 1950. Depuis 1950, année où Abenteuer im Roten Meer, aventure en mer Rouge de Hans Haas, a été primé à la Biennale de Venise, Cousteau a un projet de film sous-marin en couleur, mais il lui faut des moyens et pour cela, il doit convaincre des mécènes. 19 juillet 1950, à Nice, le millionnaire Lowell Guinness lui achète le navire océanographique très connu qui l'a rendu célèbre à notre cher commandant Cousteau. Il s'agit de la Calypso, avec lequel il peut parcourir le globe. Il a effectué d'abord des fouilles archéologiques sous-marines en Méditerranée, en particulier sur le site
du Grand Comblouet en 1952. Son équipage est composé de grands noms de la plongée française, Frédéric Dumas, Albert Falco, André Laban, Claude Wesley, Jacques Hertaut, Pierre Labat et André Galerne. En 1953, Cousteau et Dumas narrent les expériences subaquatiques réalisées depuis le milieu des années 1930 dans un livre, Le Monde du Silence. Le film co-réalisé par Cousteau et Louis Malle en 1955 ne reprend pas du livre éponyme les scènes sous-marines qui y sont décrites, celles du film ayant été tournées en Méditerranée, en mer Rouge, en océan Indien et golfe Persique, indépendamment des événements décrits dans le livre. La Calypso en devient la base, le lieu secondaire et la vedette discrète. Le documentaire obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes lors de sa sortie en salle l'année suivante. En 1956, on y voit déjà Cousteau et son équipage porter le bonnet rouge qui, quelques années plus tard, deviendra leur emblème. Ce bonnet est un hommage aux anciens scaphandriers, pieds lourds à casque, qui le portaient sous leur bonnet en caoutchouc pour amortir les coups de tête qu'ils donnaient dans le clapet anti-retour de leur casque pour augmenter le débit d'air. Selon Alain Perrier, sa couleur remonte au temps du bagne de Toulon, lorsque des bagnards ou d'anciens bagnards étaient désignés volontaires pour les interventions dangereuses en scaphandre. En effet, le bonnet de bagnard était rouge. En 1957, Jacques-Yves Cousteau est élu à la direction du musée océanographique de Monaco, très célèbre, et est admis à l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Dans les années 1960, il dirige au large de Cannes-sur-Mer, dans le département des Alpes-Maritimes, et en mer Rouge, les expériences pré-continent de plongée en saturation lors d'immersions de longue durée ou d'expériences de vie dans des maisons sous la mer avec son sous-marin de poche SP-350. Le film Le Monde sans soleil relate ses aventures et obtiendra l'Oscar du meilleur film documentaire en 1965. Entre 1970 et 1972, il prend grâce à son bathyscaphe des milliers de photos des fonds marins sur lesquels devaient être posées les conduites du futur gazoduc algérien Transmed. En 1972, il est nommé commandeur de la Légion d'honneur au titre du Premier ministre. La même année, il remet en ordre le squelette d'une baleine à bosse dépecée en Antarctique par des chasseurs de cétacés près de la base brésilienne Comandante Ferraz pour rappeler l'extermination des espèces animales au XXe siècle. Et nous poursuivrons demain la suite de nos aventures dans notre 18e numéro consacré au célèbre commandant Cousteau, appelé Jacques-Yves Cousteau. Merci à vous de votre fidélité, je vous embrasse. Je souhaite une excellente soirée et une douce nuit. Dans un instant, le 23h Mobigo qui vous emmène une fois de plus sur le réseau de transport en commun Ginko, c'est à Besançon, pour une nouvelle ligne de transport en commun. Toutes nos vidéos sont à retrouver, et si vous faites les bonnes additions, 17 x 5, cette fois-ci, ça fait très exactement 95 vidéos que vous pourrez retrouver sur notre plateforme YouTube pour Ado Kids Night. Merci à vous beaucoup de votre fidélité, excellente soirée et douce nuit à notre antenne, sur notre antenne, à notre écoute. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 Aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. La suite de vos programmes avec le 23h Mobigo. Je vous attends pour la découverte d'un réseau de transport en commun dans une ville. Je vous souhaite une excellente soirée sur Ado Kids TV. Merci. Salut.